Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à Infocam. Le groupe coopératif d'Inaco a procédé à l'annonce de la phase 2 du développement du site de Saint-Pascal. Le rôle du père est à l'honneur dans le nouveau projet de la Maison de la famille. Kamouraska en forme et le C3S de Kamouraska promouvoient les saines habitudes de vie. Et en terminant, une entrevue avec l'auteur, compositeur, interprète Sophie Pelletier. Bienvenue à votre bulletin d'information Infocam. Commençons l'émission avec la deuxième partie de l'entrevue réalisée avec le préfet Yvon Soucy sur les priorités 2015 de la MRC de Kamouraska. Nous parlons entre autres d'agriculture et de l'avenir du CLD. Est-ce que ça inquiète la MRC de Kamouraska, des firmes privées qui viennent acheter des terres ici dans le Kamouraska? Bien, on a été interpellés. On le sait qu'il y a eu quelques transactions qui se sont concrétisées. On a été interpellés par la relève agricole. Nos municipalités également se sont penchées un peu sur la situation. Puis, c'est sûr qu'on privilégie ici au Kamouraska, on a une agriculture qui est dynamique, qui contribue beaucoup au développement économique de la région. Puis, on privilégie d'emblée la relève ou l'établissement des jeunes sur nos fermes. Puis, on souhaiterait peut-être que ces fermes-là qui veulent s'installer, on a des terres en déprise au Kamouraska ou non valorisées, bien, ce serait peut-être une belle occasion pour eux de dire, bien, par exemple, dans le Haut-Pays, il y en a des opportunités également que ces investisseurs-là pourraient voir. C'est sûr nous, ce serait peut-être considéré d'un meilleur œil. Donc, au dernier conseil, on a adopté une résolution demandant au gouvernement de mettre en place des mesures d'aide pour accompagner puis les jeunes qui souhaiteraient s'établir, puis faire en sorte, parce que on peut pas, nous, en fait, c'est pas dans nos compétences de contrôler le marché des terres agricoles, bien entendu, mais c'est une préoccupation qu'on a. Puis, d'ailleurs, dans le plan de développement de la zone agricole qu'on est à élaborer, c'est sûr que toute la question de la relève agricole, puis de l'établissement des jeunes en agriculture, c'est certain que ça va être une préoccupation qui va ressortir dans le plan de développement. Est-ce que vous en savez un peu plus sur l'avenir aussi du CLD situé à la Pocatière? Oui. En fait, le CLD, on le sait qu'actuellement, il y a le projet de loi 28 qui devrait être promulgué au printemps ou au début de l'été par le gouvernement, qui fera en sorte, s'il est promulgué tel quel, que les MRC auront le choix soit de maintenir un CLD autonome ou de l'intégrer à leurs activités. Nous, ce qu'on a convenu au dernier conseil, c'est de confirmer le mandat du développement économique local et de l'entrepreneuriat au CLD pour l'année 2015, puis de mettre sur pied un comité de gouvernance qui verra à recommander à la MRC le meilleur mode de gouvernance à mettre en place à partir du 1er janvier 2016. Donc, ça pourrait être de poursuivre avec un CLD autonome, comme on le connaît. Ça pourrait être aussi d'intégrer les activités à la MRC. Ce sera de voir les avantages, les inconvénients. On sait qu'on est dans une situation budgétaire qui n'est pas facile actuellement pour personne. Nous, notre rôle, je pense, c'est de chercher à optimiser le plus possible les sommes qui nous sont confiées par le gouvernement puis par nos citoyens aussi. Donc, de voir une organisation qui va rendre service, les services auxquels nos entrepreneurs sont en droit de s'attendre, puis en fait au meilleur coût possible aussi. Puis le CLD a eu son conseil d'administration cette semaine, puis il a entériné également cette position-là de dire, ben oui, on est prêt à poursuivre le mandat pour 2015, même si le CLD aurait préféré que la MRC lui confirme un mandat plus long terme. Mais dans le contexte actuel, nous, on voulait y aller avec prudence, puis dire, ben on y va pour une année, on réfléchit, puis pour 2016, on trouvera la meilleure façon d'offrir les services.
Il y a aussi un dossier sur 3 municipalités du Kamouraska qui ont été refusées pour agrandir leur zone urbaine, si je peux dire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, en fait, c'est dans le cadre de la révision de notre schéma d'aménagement et de développement. Nous, on a l'obligation de voir quels sont les besoins de nos municipalités en zone blanche là, pour les 10 à 15 prochaines années. Donc, les municipalités ont leur périmètre urbain. On doit regarder au niveau de l'historique qu'est-ce qui s'est fait dans les dernières années, puis prévoir là, leurs besoins. Donc, ça a nécessité 3 demandes d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour les municipalités de Saint-Alexandre, Sainte-Hélène et Saint-Pacôme. Puis pour les 3 demandes qu'on avait adressées à la Commission, on a eu 3 refus, là, malgré le fait là, qu'on avait les appuis du milieu, que la Commission d'aménagement de la MRC avait travaillé pendant quand même quelques années sur le dossier. L'UPA nous appuyait. La Commission a quand même refusé pour diverses raisons, dont, entre autres, dans certains cas, la Commission nous disait presque que ce serait souhaitable de planifier davantage à l'échelle régionale. Si on prend, par exemple, là, pour Sainte-Hélène, ça voulait quasiment dire, bien, écoutez, s'il y a de la place ailleurs, dans une autre municipalité, les gens n'ont qu'à aller se construire ailleurs. Mais vous comprenez que ça envoie un mauvais signal à des municipalités qui veulent continuer de se développer, puis garder, par exemple, l'école en vie, tout ça. Donc, ça va à l'encontre là, de la planification que nous, on fait, puis auquel on croit là, sur un territoire. Puis il y avait également aussi, au niveau de la dimension des terrains, mais il faut comprendre qu'ici, en fait, on n'est pas dans la couronne de Montréal où les gens là, souhaitent avoir quand même des terrains de dimension un peu plus grande. C'est pas vraiment le même contexte. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est peut-être un peu refaire nos devoirs, là, mais c'est sûr qu'on a contesté la décision de la Commission. Donc, ça va suivre son cours. Pour la municipalité de Sainte-Hélène, je vous dirais, de Sainte-Hélène de Kamouraska, parce que maintenant le mot a été ajouté, je vous dirais que c'est assez criant, là. Les besoins sont assez à court terme. Pour Saint-Alexandre, on sait que c'est une municipalité là, qui se développe de façon très importante depuis quelques années, de façon soutenue. Donc, il y a encore de la place, mais c'est certain qu'il va falloir là, que ça se règle dans les prochaines années. Pour Saint-Pacôme, on a un peu plus de temps. Saint-Pacôme, parce qu'on, comme je vous le disais au début, on planifie pour les 10 à 15 prochaines années. Alors, nous avons Marie-Andrée Dupéré qui est ici en studio pour nous présenter une entrevue. Bonjour Marie-Andrée. Bonjour Anne-Christine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui, donc je suis allée en conférence de presse, une conférence de presse du groupe coopératif Dinaco qui annonçait la 2e phase de son développement à Saint-Pascal. Donc, une très bonne nouvelle pour la ville. Beaucoup de gens qui étaient présents et fiers de présenter la suite du projet. Allons voir l'entrevue. Donc, Monsieur Lévesque, on est ici aujourd'hui, ce matin, en fait, pour une grande annonce pour Dinaco. Quelle est cette annonce? La construction de la phase 2 du complexe de Saint-Pascal. Donc, on avait, il y a 2 ans, on a fait la phase 1 qui est le nouveau centre de rénovation là, au coût de 2 millions. Maintenant, la phase 2 de 1,5 million qui va être une station-service dépanneur avec un Tim Hortons qui va s'intégrer au complexe et un 3e partenaire qui va être annoncé lorsque les conclusions vont être faites là, en termes d'entente, éventuellement. Je vais vous faire revenir un peu sur la phase 1. Est-ce que ça a eu les résultats escomptés? Oui, bien, le groupe coopératif Dinaco, on investit quand même beaucoup dans nos infrastructures parce que la mode change ou les besoins changent. Donc, il faut moderniser nos infrastructures. Le site où on avait le centre de rénovation antérieurement, on ne répondait plus totalement aux besoins de la clientèle. Donc, il fallait offrir quelque chose de plus vaste, de plus attractif. Alors, un visuel plus intéressant, donc une offre de magasinage là, renouvelée ou plus performante. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait cet investissement-là. On était dû parce qu'on fait à tour de rôle chacun de nos commerces et c'était Saint-Pascal qui était dans la mire de Dinaco pour améliorer l'offre à la clientèle. Donc oui, ça rejoint effectivement les objectifs qu'on avait. Maintenant, il fallait commencer par apprivoiser ce nouveau magasin-là. C'est fait maintenant. Donc là, on est bien rodé maintenant. Donc, ça va être aussi bon pour la clientèle locale que les gens qui sont sur la route. Oui, bien oui. Puis le secteur ici, il faut comprendre que depuis, il n'y avait pas beaucoup
de construction qui se faisaient dans le secteur ici de Saint-Pascal. Donc, les investissements qu'on annonce aujourd'hui, qu'on a fait il y a 2 ans, mais qu'on annonce les nouvelles investissements de cette année. Combiné aussi à la MRC, qui est pas loin, qui est juste en face là, des investissements de la MRC. Donc, il y a une effervescence dans le secteur ici. Donc, là, le service va être renouvelé. Bien évidemment, station-service, on est à proximité de l'autoroute. Et comme il y a de l'investissement qui se fait, bon, il va y avoir de l'achalandage, des gens qui vont venir. Puis, une autoproduction d'achalandage. Donc, on va travailler ensemble et ça va créer pour tout le monde, je pense, améliorer l'offre, mais améliorer les performances financières du secteur. Et la date prévue du début des travaux, quelle est-elle? En fait, faut commencer par défaire la vieille partie, le vieux site, la vieille partie. Donc, c'est commencé à l'intérieur. Maintenant, lorsqu'il va faire un peu plus chaud, l'extérieur va y passer. Et bien, au début de l'été, là, on va commencer les travaux pour une ouverture à l'automne. Fin d'été-automne, l'ouverture officielle. Donc, M. Bernier, en tant que maire de la ville de Saint-Pascal, parlez-nous de votre fierté et de votre confiance par rapport au projet de Dinaco. Dinaco nous fait une belle annonce, la deuxième phase de son projet. Et puis, on a parlé tantôt que c'est une phase qui représente 1,5 million. Si on additionne ça aux 2 millions de précédemment, c'est quand même un beau projet. Et puis, oui, on peut dire qu'on est fiers. Je l'ai mentionné tout à l'heure parce que ce qui fait notre fierté, c'est que les gens ont confiance. On se rend compte qu'il y a un vent de confiance à Saint-Pascal. Les entreprises viennent s'installer ici. 2014 était une bonne année. 2015 passe sur des chapeaux de roue, si on pourrait dire. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, ça vient consolider des emplois déjà. Ça ajoute des nouveaux emplois parce que dans le projet qu'ils ont présenté, il y a quand même quelques bannières. Et puis, ça, c'est des emplois en surplus. Fait que, comme je disais, c'est une trentaine d'emplois juste pour Dinaco, plus les autres. Je sais pas, c'est peut-être une dizaine d'emplois, une quarantaine d'emplois. C'est très bien, là. Et puis, la diversification économique, c'est excellent. Quand on a plusieurs entreprises comme ça qui ont de 5 à 20 à 10, c'est-à-dire 5 à 20 à 40 emplois, c'est quand même très intéressant parce que ça fait une colonne vertébrale, là, une colonne vertébrale économique, on pourrait dire, qui est solide, même s'il y a quelque chose qui va moins bien, bien on peut dire que la relève va être prise par quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le cas d'investissement comme ceux-là. La Maison de la famille du Kamouraska a lancé un tout nouveau projet où le rôle du père est à l'honneur. Voici tous les détails avec Monique Potvin et Marco Purcell. Le projet PER, plus précisément, est un projet qui vise à mettre de l'avant la valorisation du rôle des pères dans les familles du Kamouraska. Et comment est né le projet? Bien, je pourrais vous dire, moi, qu'il y a à peu près 3 ans, le regroupement des organismes communautaires familles du Bas-Saint-Laurent a déposé un projet dans le cadre d'un programme de valorisation de l'engagement des pères du ministère de la Famille. Et on a eu 50 000 $ pour l'ensemble des 10 organismes. Donc, ça faisait 5 000 $ par organisme. Moi, je suis partie avec ça en me disant, bon, je vais essayer de faire un petit peu quelque chose, 5 000, bon. Et j'ai présenté ça à la table de 9 mois, 5 ans, pour dire, voici, je veux essayer. Puis si vous avez des idées, qu'est-ce que je pourrais faire pour la valorisation des pères avec 5 000 $, dites-moi-les. Mais là, Fait que finalement, ça a abouti que j'ai présenté un projet à la table d'environ 15 000 $ pour justement avoir plus de temps puis faire les preuves de ce programme-là. Alors, depuis octobre dernier, nous avons engagé Marco pour mettre en branle ce projet-là. Mais pourquoi exactement partir ce projet-là? C'était une demande des pères, justement, dans le Kamouraska? Bien, c'est un constat qui se fait depuis environ une dizaine d'années où au niveau de la société, on s'interroge beaucoup au niveau du rôle des pères avec tous les changements de société qu'on a eus, au niveau aussi de la famille. On a passé par plusieurs étapes de père, le père absent, le père pourvoyeur, le père ici, le père ça. Finalement, les rôles maintenant sont plus dans des zones grises. Et ça fait, depuis une dizaine d'années, là, on voit qu'il y a une interrogation un peu plus qui se fait par rapport au rôle des pères. Et c'est dans cette mouvance-là que le projet est né. Et comment les pères voient ce nouveau projet-là? Est-ce que vous sentez que les pères sont contents qu'il y ait un nouveau projet qui leur cible directement? C'est une bonne question. Oui, on sent qu'il y a eu une espèce d'engouement pour un projet comme ça, parce que quand on en parle, il y a plusieurs personnes qui nous disent, autant des conjoints, des pères, des mères, des gens qui nous disent d'enfants, oui, c'est le fun. Mais maintenant, il faut mettre l'épaule à la roue. Puis, on invite les papas à se manifester là, pour les différentes activités qui vont avoir lieu. Donc, le projet PER se définit par des activités que vous allez faire, comme quoi, par exemple? Bien, on commence le
31 janvier, on aura eu notre première activité qui est à cheval avec papa. Donc, on se ramasse avec des papas et leurs enfants au Centre Harding de Saint-Pacôme, où ça va être une initiation à l'équitation. Le 28 février, on a un super beau événement qui va se passer ici, juste en arrière de la Maison de la Famille. Donc, ça va être la journée des forts de neige où les papas avec les enfants vont venir construire des forts de neige. La ville de Saint-Pascal a accepté gracieusement là, de nous prêter des équipements, de nous fournir des tonnes de neige. Ça paraît drôle de dire de cette façon-là, mais de faire des monticules de neige pour qu'on puisse travailler. On a des activités d'ateliers, discussions qui sont prévues, donc des cafés de discussion avec les pères. Et on vise aussi, ça commence le 9 février, et à fin février aussi, j'ai une rencontre de prévue entre parents. Donc, on parle de couple à ce moment-là, père-mère, pour des ateliers de discussion. Puis, ainsi de suite. Au mois de mars, une sortie en raquette. On a plein d'autres projets qui sont en place et qui restent encore à peaufiner ou à mettre les derniers points là, pour pouvoir dire qu'on s'en va avec ces activités-là. Qu'est-ce qui est plus facile à remplir, des activités ou des discussions père-enfant? Qu'est-ce qui est le plus d'engouement, évidemment. Puis ça se vérifie parce qu'il y a d'autres organismes qui ont de meilleures expériences que nous. Je pense entre autres à la cible famille de Brandon, qui, les autres, ça fait 20 ans, qui ont un projet dans ce genre-là. Et ce qui est winner, ce qui est gagnant, c'est les activités extérieures, des activités dans le mouvement. C'est vraiment ça. Puis effectivement, mais je pense que moi, c'est une courroie de transmission. On contacte les pères durant les activités. On est capable de parler d'autres activités qui vont être peut-être plus portées sur les échanges ou sur les discussions. Et comment vous avez fait pour faire connaître ce nouveau projet? Il y a un sondage, tantôt Monique a parlé du sondage, donc il y a un sondage qui a été mis en ligne au niveau de la consultation des pères, à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. C'est vraiment d'essayer d'aller cibler le besoin par rapport à la population des pères du Kamouraska. Il y a une campagne qui a été faite auprès des employeurs, des municipalités, des services de garde, des écoles pour présenter le projet père parce qu'effectivement, à la garderie, c'est pas juste les mamans qui vont chercher les enfants à la fin de la journée. Il y a les papas aussi, même chose dans les services de garde, même chose dans les écoles. Donc, c'est ça qui a été fait là, pour donner le plus de visibilité possible. Puis, j'utilise aussi beaucoup mes collègues de travail qui, eux, vont dans les familles pour présenter, pour faire leurs activités, leurs propres interventions. Puis, de fil en aiguille, on amène soit des sondages, soit des affichettes ou des affiches pour les activités qui vont avoir lieu. Kamouraska en forme et le C3S de Kamouraska s'unissent pour promouvoir les saines habitudes de vie. Plusieurs activités et défis vous sont proposés. Donc, il y a beaucoup de choses au programme pour la santé des citoyens. Si on commençait avec le défi 530. Oui, le défi 530, un beau défi de 6 semaines où vous pouvez vous inscrire en famille, en communauté, en groupe, dans les entreprises aussi. Qu'est-ce qu'on promouvoit à ce moment-là? C'est un défi de motivation pour garder des saines habitudes de vie à la maison, au travail. Donc, le défi 5-30 équilibre, qu'est-ce que c'est? Le 5, c'est pour 5 fruits et légumes chaque jour qu'on va consommer. Le 30, c'est le 30 minutes d'activité physique à chaque jour aussi, au moins 5 fois par semaine. Puis l'équilibre, c'est pour avoir un bon équilibre de vie, être déstressé un peu et puis profiter un peu de la vie et tout ça. Et pour s'inscrire, comment qu'on fait? On peut s'inscrire sur défisanté.ca, justement. Puis c'est très bien indiqué, famille, groupe, entreprise, on peut y aller et s'inscrire. Mais à la fin, si on a fait le défi, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, dans le fond, c'est un beau 6 semaines de défi où on inscrit nos résultats. Et puis, il y a beaucoup de prix à gagner au niveau du Québec, mais aussi au niveau des régions. Puis, il y a des prix familiales, il y a des prix régionaux, puis il y a des prix au niveau du Québec aussi. Et pourquoi c'est important de faire ce genre de défi-là? Bien, dans le fond, c'est des bonnes habitudes de vie qu'on emmagasine chez nous puis qu'on va garder par la suite. Là. Un bon 6 semaines, c'est prouvé qu'après, on risque de rester avec les mêmes habitudes par la suite. Et les municipalités peuvent s'inscrire aussi au défi 530. Tout à fait. Cette année, au Kamouraska, on a vraiment beaucoup de municipalités qui se sont inscrites. On a Rivière-Ouelle, Saint-André, Saint-Gabriel-l'Allemand, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Pacôme, Sainte-Hélène et Kamouraska. C'est possible de communiquer avec votre municipalité là, pour voir s'il y a des activités faites dans le but du défi 530.
Et le but de ces municipalités, c'est vraiment pour encourager les citoyens à le faire. C'est ça, faire des activités, aussi encourager, montrer leur infrastructure qui permettent de bouger, tout ça. Puis ils peuvent donner un soutien aussi à ce niveau-là. L'année passée, il y a eu un dépliant, On bouge au Kamouraska. Cette année, il y a la phase 2. Qu'est-ce que c'est? Oui, le petit frère, c'est le passeport Kamouraska. Donc, l'an dernier, je vous rappelle, là, c'était le dépliant avec les infrastructures hivernales au Kamouraska. Donc, pour nous aider à trouver des activités, à quoi faire pendant notre défi santé, on peut se référer au dépliant On bouge au Kamouraska. Puis, effectivement, son petit frère, le passeport, c'est des activités qu'on a identifiées dans les municipalités qui participent. Il y a 11 municipalités qui participent. On a 18 activités en tout. Et connaissant les hivers qu'on a maintenant, les dernières activités là, se terminent avec la semaine de relâche parce qu'après ça, les hivers sont toujours un peu plus incertains. Donc, on a le temps de participer. Le passeport, on se le procure soit à notre bureau municipal ou lors des activités et on amasse des autocollants en participant aux activités qui sont identifiées. Il y a des affiches un petit peu partout au Kamouraska, surtout sur les sites où il va avoir lieu les activités. Donc, on se réfère à ça pour connaître les dates. Dans le bulletin Cosmos aussi, on peut les retrouver ou sur le calendrier du CLD de cldkamouraska.com. Donc, à la fin de l'hiver, au 31 mars, on ramène nos passeports dans nos bureaux municipaux ou on les laisse à la dernière activité à laquelle on participe. On va trouver une façon de récupérer tous les passeports, puis il va y avoir des tirages, 3 tirages qui vont avoir lieu avec des prix, des petits paniers remplis de produits régionaux. Et quel genre d'activité on retrouve? On retrouve de la glissade, il y a de la... Là, je ne les nommerai pas toutes parce que je ne les sais pas toutes par cœur, mais je sais qu'à Sainte-Hélène, il y a du golf sur neige, on a de la glissade, à Saint-Pacôme, des journées là, familiales. Il y a des patins, on a des belles patinoires au Kamouraska. Il y a des marches au flambeau, en raquettes, un petit peu partout sur le territoire. Le carnaval d'hiver à Saint-Joseph. Donc, c'est vraiment bien réparti sur le territoire et on invite vraiment les citoyens à bouger, à changer, à aller, en fait, dans les activités à l'extérieur de leur municipalité pour découvrir d'autres infrastructures puis d'autres belles activités qu'on a au Kamouraska. Bien oui, c'est important de savoir qu'on peut faire des activités qui ne sont pas nécessairement dans notre municipalité. Non, c'est ça. Puis les activités sont vraiment gratuites, sont accessibles pour tous. Il y a vraiment du plaisir garanti. Parfait. Et on n'oublie pas les fumeurs. Il y a aussi le défi J'arrête et j'y gagne. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le défi Santé 530, mais pour les fumeurs, on arrête de fumer pendant 6 semaines. C'est au début mars que ça commence. Et puis, on s'inscrit sur défitabac.ca. Et puis, c'est la même chose. Là. Il y a beaucoup de soutien auprès des fumeurs. Il y a une trousse disponible auprès des pharmacies Jean Coutu aussi pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Soutien téléphonique, tout ça. Donc, ça se retrouve tout sur le site de défitabac.ca. Et est-ce qu'on sait, quand les personnes ont fait ce défi-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment arrêté de fumer? Oui. Dans le fond, il y a des belles statistiques qui sont sorties du défi tabac. C'était 2/3 qui ont réussi leur défi de 6 semaines. Par la suite, par exemple, ils n'ont pas gardé le compte. Là. Mais pour le 6 semaines, 2/3 des participants qui ont réussi à arrêter de fumer. Dans le cadre du lancement de son nouvel album Le désert, la tempête, Sophie Pelletier était de passage à la Pocatière. J'ai pu m'entretenir avec cet auteur, compositeur, interprète. Tu as fait un lancement de ton album cette semaine à Montréal. Oui. Aujourd'hui, c'est un lancement d'album ici à la Pocatière. Qu'est-ce qui est plus stressant, à Montréal ou ici à la Pocatière, dans ton coin de pays? Oui, je dois avouer que mon lancement à Montréal était très stressant pour moi. C'était un événement très, très important que j'attendais depuis longtemps. C'était un événement médiatique, donc les gens qui étaient dans la salle étaient des diffuseurs, des gens des médias et tout ça. C'est donc un peu plus stressant que de me retrouver ici devant les gens que je connais, qui sont en fait de la famille, des amis. Puis aussi de me retrouver sur la scène de la salle André Gagnon que j'ai foulée souvent. Tu sais, je suis venue ici pour mes secondaires en spectacle, mes cégeps en spectacle, donc je suis habituée à l'endroit, puis bien, ça me rend confortable pour le show de ce soir. Et parle-nous de ton nouvel album, Le désert, la tempête. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton album? C'est un album pas mal autobiographique. J'ai écrit 11 chansons sur 13 sur cet album-là. Donc, ça parle de ma vie en général, de plein de choses qui me touchent, des choses qui m'arrivent. Puis, c'est de la musique quand même pop-folk, avec des bonnes influences rock, country, et un peu même de soul et de blues à l'intérieur de ça.
Je pense que c'est un album vrai et simple et percutant. Et quand tu écris tes chansons, où tu les écris? J'ai expérimenté plein de choses. J'ai surtout écrit sur la table de ma cuisine. J'ai écrit sur la galerie derrière chez nous. Mon appartement est vraiment un endroit de création, là. Je retrouve mon petit cocon là-bas à Montréal pour mettre mes idées en place, pour mettre mes émotions en place, sur papier aussi. Puis quand j'ai besoin de prendre l'air, je m'en vais au parc sur une petite couverte, sur une table à pique-nique. J'ai écrit sur le bord du fleuve à Rivière-Ouelle. J'ai écrit dans la voiture en revenant d'un show quelconque. J'écris un peu partout, les idées me viennent, puis à un moment donné, j'écoute l'inspiration, puis j'y vais selon, justement, comme mon inspiration et non seulement l'endroit où je me trouve. T'es jeune, t'as sorti ton premier album. Pourquoi t'as décidé de partir ta propre boîte de production? Bien, après mon aventure Star Academy, j'ai pris conscience vraiment que c'est ce métier-là que j'avais envie de faire. Moi, j'étudiais pour être enseignante et la musique m'a toujours suivie dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que de chanter, bien, ça pouvait faire en sorte que j'aide les gens comme je voulais le faire en étant enseignante ou éducatrice spécialisée. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai cherché une équipe de travail qui aurait du temps et de l'énergie à investir dans mon projet. Puis j'en trouvais pas. C'est soit que les personnes n'étaient pas intéressées ou que moi, j'étais pas intéressée de travailler avec eux autres, ou j'avais pas confiance, ou qu'il y avait pas de temps. Donc, je suis allée cogner à plusieurs portes, puis certaines personnes m'ont conseillé de partir ma propre compagnie. Je pense que c'est une avenue qui est de plus en plus empruntée là, par les artistes de posséder leur propre compagnie pour garder les droits, entre autres les bandes maîtresses de l'album et tout ça. Puis sur le coup, moi, je me sentais peut-être pas ferrée comme au niveau business pour faire ça, mais j'ai demandé à mon amie, ma collègue Geneviève, d'être ma gérante, puis elle m'a posé la condition qu'on parte notre boîte ensemble. Ce qui fait en sorte que l'album, bien, c'est notre boîte de production qui l'a produit. Mais c'est quand même plus de travail, avoir sa propre boîte de production et enregistrer. C'est un investissement en temps, en argent, en sous. En argent, en sous. C'est un investissement en énergie, en temps, en sous. Et ben oui, c'est sûr que moi, ça fait en sorte que je connais les rouages, je connais les dessous du métier, je connais les choses que je connaissais pas avant, puis les choses que bien les artistes sont pas peut-être au courant. Puis il faut que j'arrive à faire la part des choses entre les choses que je dois faire quand je suis une artiste puis les choses que je dois faire quand je suis une productrice. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information InfoCam. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.